J'ai ouvert sa porte et je l'ai retrouvée pendue. Quand elles ont compris qu'elles étaient amoureuses, il était malheureusement trop tard. Il s'est révélé qu'il y avait une tumeur. J'étais désemparée, parce que moi, dans ma tête, il était hors de question qu'il meure. Il est resté plus de 12 ans malade. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. En découvrant qu'il allait mourir, l'amour leur est apparu comme une évidence. Je crois que c'est en une semaine, on s'est dit plus des je t'aime qu'en 25 ans. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Et bien, que je tenais à lui et que je l'aimais, que je lui n'ai jamais dit, quoi, en fait. Mais comment laisser de côté les regrets et parvenir à prendre un nouveau départ? Jusqu'à la fin de ma vie, il sera toujours là, quand même. J'ai envie de passer à autre chose. J'avance avec lui et à côté de lui et j'espère qu'on avancera encore. I never thought that I could be so bold. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. L'amour est un sentiment complexe. Parfois, on croit aimer avant de se rendre compte que ce n'est pas tout à fait le cas. D'autres fois, au contraire, on ne réalise pas à quel point on tient vraiment à une personne. Les invités que je reçois aujourd'hui en ont fait l'expérience. Leurs sentiments étaient enfouis au fond d'elles et c'est bien trop tard, quand plus rien n'était possible, que l'amour s'est révélé comme une évidence. J'ai compris que je l'aimais au moment où il allait mourir. C'est le titre de notre émission aujourd'hui. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Pour l'histoire continue, nous retrouverons Laura ainsi que Jean et Marcel qui vont nous raconter la suite de leur destin. Mais ouvrons d'abord la première partie, un amour insoupçonnable. Et on salue Valérie. Bonjour. Bonjour Sophie. Valérie, vous avez vécu en couple pendant 9 ans avec Pascal. Ensemble, vous avez eu 2 enfants. Qu'avez-vous ressenti pour lui dès votre toute première rencontre? En fait, pour moi, c'était une évidence. C'était lui qui allait faire partie de ma vie et avec qui je ferais 2 enfants. Ce serait lui qui serait le père de mes enfants. C'était une évidence. Il en était où au moment où vous l'avez rencontré? Lui, il était marié. Lui, il avait déjà quelqu'un. Mais moi, la première fois où je l'ai vu, voilà, je me suis dit d'où ça venait, je ne sais pas. C'était lui et avec qui j'aurais des enfants. Et c'était réciproque? Non, c'était pas réciproque, mais bon. Sauf qu'un an après, vous avez appris qu'il avait divorcé. Oui. Alors, à ce moment-là, vous avez mis sur pied un plan pour tenter de le séduire. Lequel? Ah ben j'étais patiente, j'allais voir sa belle-sœur plus longtemps. Dès qu'il était là, j'allais voir sa belle-sœur et je m'arrangeais de façon à ce que moi je sois dans le groupe. Je m'imposais, mais je le faisais pas exprès. C'était comme ça. Naturel. Voilà. C'était naturel. Je le faisais pas exprès. Bon, et puis il a fini par comprendre. Oui, il a fini par comprendre. Et vous avez fini par avoir une histoire ensemble. Tout à fait. 3 mois plus tard, vous avez emménagé ensemble. Et puis, ça a évolué comment? Un jeune couple qui se cherche et qui se rend compte, qui se cherche. Et puis, au fil du temps, vous avez fini par vous éloigner de plus en plus l'un de l'autre. De quelle manière ça s'est passé, cet éloignement? En fait, lui, comme il travaillait dans les centrales nucléaires, on faisait beaucoup de déplacements. Donc moi, je me suis retrouvée à un moment donné dans ma vie à vivre toute seule avec mes enfants. Donc moi, j'ai pris mon indépendance. Donc vous n'aviez plus d'atomes crochus? Des hauts, des bas. Mais bon, comme il était souvent parti, donc moi, ma vie, moi, ça me convenait. Lui, il était loin, moi, j'étais chez moi. Ça me on peut pas appeler ça convenait. une vie de couple? Non, c'était pas une vie de couple. Et il venait le week-end, il rentrait le week-end. Il y avait plus de bas que de hauts, si je comprends bien. Voilà, tout à fait. Donc vous avez envisagé de vous séparer complètement? Oui, parce que c'était pas une vie de famille et c'était pas dans celle que je rêvais. Comment il a réagi quand vous lui en avez parlé? Très mal, parce que c'était pas possible. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas du tout envie? Que lui, non. Lui, son couple était parfaitement bien. C'était l'entente parfaite. On avait 2 enfants. C'était, voilà.
Lui, il ne s'imaginait pas. Ouais. Mais vous engagez un dialogue avec lui pour lui dire quand même qu'il y a des choses qui n'allaient pas? Ah, mais lui, il ne voulait rien entendre. De toute façon, c'était toujours moi qui parlais. Donc lui, il ne voulait rien entendre. C'était Et pas vous la avez peine. essayé de sauver votre couple, d'aller voir quelqu'un Oui, nous avons été par les conseils de notre médecin de famille. Elle nous a demandé d'aller voir un psychiatre. Or, le psychiatre, ça marchait très bien avec lui, ça ne marchait pas du tout avec moi. Pourquoi? Parce que sa méthode ne m'allait pas du tout. C'était quoi sa Moi, méthode? parler pour parler, ça faisait rien avancer, quoi. Ah bon? Non. Donc, ça s'est arrêté là, votre Oui, tentative de... Oui, ma tentative de recoller les morceaux. de recoller les morceaux. Alors, 2 mois plus tard, hélas, votre mari est tombé malade. Qu'est-ce qu'il a eu comme... Il a eu une tumeur cancéreuse au cerveau. Donc, on vous a dit que c'était gravissime, j'imagine. Oui. On pouvait l'opérer. On pouvait l'opérer. Donc, comment il l'a découvert qu'il était malade? En fait, c'est moi qui l'ai découvert parce qu'il avait un comportement étrange, puisque c'était une tumeur au cerveau, au niveau du cervelet, ici. Ouais. Donc, tout ce qui fait marcher l'équilibre, la parole et tout ça. Donc, moi, j'ai vu dans sa façon d'être qu'il parlait très, très mal. Il parlait tout seul, il avait l'équilibre, il titubait. Et moi, je me suis dit, c'est pas du tout normal, quoi. Parce que là, ça devenait... il avait des maux de tête aussi très fréquents. Donc, vous lui avez demandé d'aller voir un médecin? Non, c'est moi qui ai appelé, parce qu'il a eu un léger évanouissement. Moi, j'ai appelé mon médecin, les pompiers, et ils l'ont amené tout de suite. Et c'est là où il s'est révélé qu'il y avait une tumeur. Quand vous avez appris le diagnostic, ça a provoqué un électrochoc en vous? Oui, un choc, oui. Vous avez dit quoi? C'était pas possible, c'était pas... Enfin, comment ça se faisait que ça lui arrivait à lui, et ouais. J'étais désemparée. Est-ce que là, vous êtes culpabilisé en vous disant peut-être qu'il a cette tumeur parce qu'on ne s'entend pas? Oui, moi je me suis remise beaucoup en question. Je me suis dit, en fait, c'est le fait de lui avoir dit que j'allais le quitter, que voilà, et qui aurait déclenché cette maladie, cette tumeur. Donc du coup, cette maladie a bouleversé vos rapports et votre cœur. Donc ça a tout chamboulé. Vous avez commencé à voir les choses différemment et vous nous raconterez tout à l'heure comment justement la situation a évolué. Mais d'abord, on va saluer Joël. Bonjour Joël. En quoi l'histoire de Valérie résonne-t-elle en vous, Joël? Moi, c'est un petit peu pareil. Non, pas pareil, parce que moi, j'ai aimé mon mari jusqu'à la fin, quoi. Je veux dire, il n'était pas question de se séparer, non, on s'aimait. Mais on a eu une période, oui, où on avait des problèmes de couple. Vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre. Oui. Alors, oui. vous vous étiez connus très jeune, à l'école primaire, et Oui. c'est à l'âge de 17 ans que votre histoire d'amour a vu le jour. Quel genre d'homme était-il? C'était quelqu'un qui aimait bien s'amuser, qui mettait beaucoup de l'ambiance. En même temps, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui ne livrait pas ses sentiments. Et, oui, on avait du mal à lui faire dire certaines choses, voilà, surtout sur les sentiments. Non, il était assez... C'était pas un gros causeur. Alors, Non. c'est en 1995 que des problèmes sont venus perturber votre Oui. vie de couple. Qu'est-ce qui est devenu source de tension entre vous? C'est-à-dire qu'on était associés avec une personne et au fil des années, on s'est rendu compte que les bénéfices n'étaient pas partagés également. Bon, je n'ai jamais tout su parce qu'il ne m'a jamais tout dit. Mais alors, ces problèmes de boulot rejaillissaient sur votre vie de couple? Oui, oui. De quelle manière? Oui, parce que moi, je le voyais, il était taciturne, il ne parlait plus, il était... Je sentais qu'il y avait quelque chose qui le perturbait. Il se repliait sur lui-même? Oui, il se repliait sur lui-même. Encore moins de dialogue que Oui. d'habitude. Oui, encore moins. Est-ce que vos sentiments pour lui en ont pâti? Non, là, non, pas encore. Et puis un événement est venu tout remettre en question. Que s'est-il passé au mois de mai 1999? Oui, avant, nous nous sommes séparés, les deux associés, nous nous sommes séparés. Bon, c'est là que ça a commencé. Alors, vous n'êtes pas séparé de votre mari, hein, mais il s'est séparé de son associé. Voilà.
Qu'est-ce qui a commencé là? Eh bien, bon, comme dans toute association, bon, le partage se fait 50-50. Et là, comme c'était du matériel agricole, l'autre personne a récupéré tout le matériel, les frigos, tout ce qui est... Et nous devait une somme assez importante pour que nous, on puisse continuer, racheter du matériel et continuer de notre côté. Et bon, ça a duré 6 mois comme ça. Au bout de 6 mois, bon, il y avait de grosses tensions dans notre couple parce que financièrement, on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à acheter ce qu'il fallait puisque cet associé ne nous avait rien donné. Et un jour, j'ai dit à mon mari, bon, maintenant, il faut que tu ailles lui demander parce que moi, je ne peux plus faire face. Et bon, ben, c'est là que ça s'est très mal passé et que... Voilà, il est revenu, il était encore plus mal que d'habitude. Mais là, c'est vrai que pendant ces 6 mois, on a eu vraiment une très grosse tension dans le couple, dans la famille. Quoi, vous lui reprochiez de ne pas oser aller demander, Voilà. d'être un peu lâche, un peu faible? Oui, oui. Et il était faible. Et puis, Voilà. il a eu un accident de voiture. Et il a eu un accident, oui, très grave, qui aurait pu être très grave. Sa voiture s'est encastrée sous un camion. Et il en est ressorti avec une foulure à la cheville. Donc, rien. Rien. Rien par rapport à la voiture qui était inutilisable. Et donc, pour vous, ça a été un déclic, ça? Moi, ça a été un déclic parce que je me suis dit, bon, mais il a voulu en finir. Et c'est là que je me suis dit, mais peut-être que tu l'as trop poussé. Tu l'as trop poussé, il faut repartir, il faut qu'on remette les choses... il faut qu'on en reparle, mais plus calmement. Et j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Comment vous avez vécu peur. les jours qui ont suivi? Ensuite, les jours on s'est dit... On s'est beaucoup rapprochés tous les 4. On s'est beaucoup rapprochés. Et avec mon mari, bon, je crois que en une semaine, on s'est dit plus des je t'aime qu'en 25 ans. Quand vous avez réalisé que vous aviez eu peur de le perdre et que peut-être que Oui. depuis tous ces mois, vous étiez passé à côté de lui et sans mesurer peut-être... Je lui avais fait peut-être mal. J'avais peut-être essayé de... Je l'ai trop poussé alors qu'il ne pouvait pas lui faire ce que je lui demandais. Et là, j'ai dit non, il faut que je réagisse, quoi. Marie, bonjour Marie. Alors, notre thème d'aujourd'hui vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi avez-vous répondu à notre appel à témoins? Parce que j'ai rencontré le père de mon fils, j'avais 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans. Je me suis mis en ménage avec, j'avais pas 16 ans. On a vécu une grande histoire d'amour pendant 7 ans. Mon fils est né en 88. 1 ou 2 ans après, ça se passait très bien. Et il sortait beaucoup. Qui? Le papa de mon fils, Gilles. Il sortait sans vous? Oui, avec beaucoup de copains. Mais même avant d'avoir mon fils, on sortait beaucoup. Donc, moi, il continuait, et il sortait. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Et un soir, il est sorti et il y a eu une petite infidélité. De sa part? De sa part. Comment vous l'avez su? Il me l'a dit. Bon. Comment vous avez réagi? Je lui ai dit qu'on se séparait. Je n'ai pas accepté. Donc vous êtes séparés? On s'est séparés. Donc, sur 1 an, c'était un peu tendu. C'était un peu tendu entre vous? Entre nous, oui. Parce que il voulait pas de la séparation. Et par la suite... Vous avez rencontré un autre homme? J'ai rencontré un autre homme. Avec qui vous avez eu J'ai eu deux autres enfants? 2 enfants. Il y a eu une séparation. Et avec Gilles, j'avais un lien... Amical? Je sais, oui, amical. Ça me fait drôle quand on dit c'est ton ami, parce que même moi, je peux pas dire que c'était mon ami.
C'était quoi alors? C'était, je sais pas, c'était... Votre quelqu'un- frère? Non. Il était très important dans ma vie. Donc on dira mon ami et... Votre confident? Aussi, oui. Il s'inquiétait toujours pour moi, pour mes enfants, pour son fils. Il voulait que je sois heureuse. Donc, Pas jaloux de vos histoires? non. Parce que après vous êtes séparés une seconde fois, vous avez à nouveau rencontré un autre homme en 2009 qui est votre mari actuel. Voilà. Et durant toutes ces années, vous avez donc gardé des contacts avec lui, avec votre premier amour. Tout à fait, oui. Donc manifestement, il comptait beaucoup pour vous. C'était l'un des piliers de votre vie. Aussi, oui. Et puis, à quel moment la situation a-t-elle basculé? 2009, Qu'est-ce qui s'est passé? il a commencé à avoir des problèmes d'acouphènes. Il était sous antidépresseur. Donc, La dépression en liaison avec ses acouphènes ou rien à voir? oh, je pense, si. Parce que ça lui pesait au quotidien? Ah oui, il avait des acouphènes assez importants. Il avait fait plein de tests, plein de médecins. Et à part des antidépresseurs qu'on lui donnait pour masquer les acouphènes, quoi, rien n'y faisait. Et il en était où dans sa vie personnelle à ce moment-là? Il était seul. Et puis que s'est-il passé en juin 2011? En juin 2011, il a fait une tentative de suicide. Et il était dans le coma pendant 8 jours. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui, avec mon mari et mon fils. Excusez-moi. Oui. Donc vous l'avez trouvé dans le coma, il a été hospitalisé. Et puis qu'est-ce que vous avez éprouvé à ce moment-là? Un grand choc. De la culpabilité. De la culpabilité? Pourquoi? Pour l'avoir laissé. Un grand désarroi. Et Vous vous êtes rendu compte que finalement vous aviez encore des sentiments profonds Oui. pour lui? oui, Mais des sentiments amoureux? oui, Et vous vous en êtes rendu compte pendant qu'il était dans le coma? oui. Et En Bon, ayant il- peur de le perdre. voilà, oui. Et puis il a fini par se rétablir. Il s'est rétabli, oui, Vous lui en avez parlé? une fois. Comment il a réagi? Il voulait que je sois heureuse avec mon mari. Est-ce que quand vous lui en avez parlé, parce que bon, une femme c'est quand même entier quand on se dit oh là là j'ai encore des sentiments pour lui, j'imagine que ça devait vous peser au quotidien et vous poser un problème vis-à-vis de votre mari. Mon mari, oui, tout à fait. Donc est-ce que vous avez envisagé de le quitter, votre mari, de retourner avec lui? Je l'ai envisagé, mais j'ai jamais dit à mon mari. Donc il apprendra certainement à l'émission. Et j'étais pris entre deux personnes et je voulais pas faire de mal à mon mari. Tout se passait bien avant qu'il y ait sa première tentative et donc j'étais perdue. Et Malheureusement, 6 mois plus tard, il a mis fin à ses jours, cette fois-ci. Oui, C'était il y a 2 ans, en décembre 2011. Comment avez-vous vécu cette disparition? très très mal. Parce que la nuit de sa disparition, il m'a téléphoné, je travaille de nuit. Il m'a dit que ça allait pas, qu'il en avait marre, qu'il voulait partir. Donc il a vu que j'étais pas bien, j'ai quitté mon travail, je suis allée le voir. Comme il a vu que j'étais pas bien, il m'a rassurée. On a réussi à parler et il m'a dit t'inquiète pas, je vais pas faire de bêtises. Donc je lui ai dit je repars au boulot et je passerai te voir demain. Et le lendemain, quand j'y suis allée, j'étais avec mon fils. J'ai ouvert sa porte et je l'ai retrouvé pendu. C'est vous qui l'avez trouvé? Pendu dans son couloir. Donc J'étais là, anéantie. Vous êtes culpabilisé en disant jamais j'aurais dû le laisser, jamais j'aurais dû retourner au travail. Excusez-moi.
Frédéric, réaliser que l'on aimait quelqu'un, bon, apparemment notre invité l'avait réalisé avant, mais c'est vrai qu'il faut gérer ce sentiment de culpabilité. Mais d'une manière générale, réaliser qu'on aimait quelqu'un après son décès, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou de la culpabilité ou une espèce Il y a plusieurs sentiments en fait qui peuvent se mêler. Effectivement, il y a l'amour qu'on porte à la personne, il y a la tristesse de la perte, il y a la culpabilité aussi. On se responsabilise de ne pas avoir pu faire quelque chose, de ne pas avoir pu empêcher l'acte de, surtout en cas de suicide, c'est compliqué. Et puis il y a aussi tout de suite une idéalisation de la personne du fait de l'irréversibilité de la mort. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut plus agir sur les événements. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est d'avoir à accepter qu'on ne puisse plus agir, qu'on ne pourra pas changer les choses. Et après, on met en branle toute la mécanique là, de la pensée, de se torturer avec si je lui avais dit, si je lui avais pardonné son infidélité, si les choses s'étaient passées différemment. Et on se torture avec ça. Parce que surtout, le suicide, ça amène à se poser beaucoup de questions auxquelles on ne trouve pas de réponse. Et à un moment donné, le travail d'apaisement, c'est aussi de se dire que peut-être les réponses, la personne elle-même ne les avait pas forcément. Il y avait une souffrance qui prenait racine dans la situation présente, mais qui a son origine aussi dans l'histoire personnelle. Je veux dire, un suicide, c'est pas un acte anodin. Tout le monde ne pose pas cet acte-là. Donc, il y a une fragilité aussi psychique qui fait qu'on en arrive à cet acte-là, parce qu'on n'arrive pas à exprimer sa souffrance, à la partager. Et voilà, quand on reste, qu'on est vivant, on se culpabilise de ne pas avoir été suffisamment aidant. Mais à un moment donné, il faut réaliser qu'on ne peut pas faire grand-chose pour l'autre. C'est-à-dire que c'est à l'autre de porter sa souffrance et à un moment donné, elle est trop lourde pour la personne. Et que c'est pas tant l'envie de mourir, c'est l'envie que cette souffrance s'arrête et qui fait qu'on arrive à cette extrémité-là. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que souvent, il me disait que au bout d'un moment, il faudra que la souffrance s'arrête. C'est ça. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte à quel point il était mal. Et c'est très dur. Nadia, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi de témoigner de manière anonyme? C'est par rapport à la mémoire de mon mari, ainsi qu'à mon entourage. Vous vous êtes mariée à l'âge de 24 ans. Dans quelles circonstances particulières? Je me suis mariée à 24 ans parce que j'avais 3 prétendants. Je suis d'origine algérienne et j'en avais un des 3 prétendants qui était en Algérie. Et donc, il fallait faire un choix. Et quand on n'est pas amoureuse, aucun des 3, donc c'est difficile. Vous n'étiez amoureuse d'aucun des 3? Aucun des 3. Mais quoi, c'était des mariages arrangés? C'était, oui, un petit peu en quelque sorte. C'était, arrivé à l'âge de 24 ans, il fallait se marier. Se marier, voilà. Donc vous avez fini par vous marier avec un homme dont vous n'étiez pas amoureuse? Non. Vous éprouviez quel sentiment pour lui? Un petit coup de foudre par rapport à son physique. Ah, quand même. Voilà. Il y avait... c'était une petite attirance. Il me plaisait physiquement? Il me plaisait physiquement, mais je ne le connaissais pas. C'est le frère d'une amie, mais je ne le connaissais pas plus. Alors parfois, les sentiments naissent au fil du temps. C'est ce qui vous est arrivé? Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Mais pas au début? Pas au début, non. Comment ça se passait, votre vie de couple, au début? C'était un peu difficile, parce qu'on habitait chez sa famille. On a habité pendant 6 ans, les 6 premières années de mariage. Et donc, c'était difficile, parce qu'on n'avait pas d'intimité. On se disputait beaucoup. Et à chaque fois, je prenais mes clics et claques et je partais. Et il me suppliait de revenir. Je revenais, sans vraiment comprendre pourquoi. Pour quelle raison vous disputiez? Pour sortir, par rapport à sa jalousie, parce qu'il était trop jaloux. Et puis, je me disputais beaucoup avec lui par rapport à mes études, parce qu'il m'a interdit de poursuivre mes études. Et c'était par rapport aussi le fait d'habiter chez sa famille.
Vous n'aviez aucune liberté? Non, pas du tout. Donc ça devenait lourd, pesant? Voilà, c'était étouffant, ça me rendait folle. Sa jalousie me rendait folle. Donc c'était des disputes, des discussions qui dégénéraient? Voilà. Est-ce que vous parveniez quand même à vous retrouver à certains moments? Non, pas... Dans l'intimité? Mais bon, dans la chambre, c'était le seul endroit où c'était notre intimité. Mais je me retrouvais par devoir, c'est tout. Il n'y avait pas de sentiment du tout. Donc pas de je t'aime, pas de... Lui, oui. Lui, vous le disiez? Il me disait je t'aime, moi je disais moi aussi. Mais je ne l'ai jamais dit. Je ne lui ai jamais dit. Alors, contre toute attente, c'est quand votre mari est tombé malade que vous avez commencé à vous rapprocher. Nous découvrirons la suite de votre témoignage dans la seconde partie de notre émission que nous ouvrirons juste après ces messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Aux yeux de tous, vous formiez un couple parfait, mais en privé, vous viviez l'enfer. Malgré les apparences, votre femme était une personne violente ou manipulatrice. Il passait pour le mari idéal, mais il était en réalité ce qu'on appelle un pervers narcissique. Personne ne se doutait de rien. Vis-à-vis de votre entourage, vous étiez la famille parfaite, mais vous aviez de graves problèmes financiers. Vous avez mis des années avant d'oser en parler. Pendant des années, vous avez réussi à sauver les apparences alors que votre vie de couple était un échec. Tout le monde a été surpris de votre séparation. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. En 2010, Jean avait demandé Marcel en mariage sur le plateau de Toute une histoire. Je voudrais lui dire un petit mot. Si elle voulait bien m'épouser... Ah oui, je vais me lever. 3 ans plus tard, leur rêve est enfin devenu réalité. Et nous étions avec eux pour le plus beau jour de leur vie. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous attendez un enfant et vous détestez les effets secondaires liés à la grossesse. Depuis que vous êtes enceinte, vous avez du mal à changer vos habitudes. Vous avez hâte d'accoucher. Votre première grossesse s'est tellement mal passée que vous hésitez à avoir un autre enfant. Votre femme ne supporte pas d'être enceinte et vous souffrez de la situation. Vous détestiez être enceinte, mais finalement, votre dernière grossesse vous a fait changer d'avis. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Il est temps d'ouvrir la deuxième partie de notre émission, Quand l'amour s'envole. Et on va reprendre le fil de l'histoire de Valérie. Quand les médecins ont diagnostiqué une tumeur au cerveau à votre conjoint, vous l'avez accompagné, vous l'avez soutenu et vous avez commencé à le voir sous un autre jour. En quoi la maladie l'a-t-elle transformé ? Il devenait une personne plus attentive à ce que je disais, plus compréhensible, plus naturelle. Enfin, je trouvais que c'était plus naturel. Il devenait, quelque part, lui-même était moins agressif, il écoutait plus, quoi. Il était plus aussi dans l'élan de faire quelque chose avec sa famille, un nouvel homme. Vous étiez plus dans le dialogue, tous les deux ? On était plus dans le dialogue, oui. Donc, son combat contre la maladie a duré 3 ans. Donc vous dites que c'était un nouvel homme et vous avez commencé à avoir une nouvelle vie ensemble ? On a commencé, oui, enfin, la question ne se posait même pas en fait. Moi, dans ma tête, c'était de l'accompagner jusqu'au bout de sa maladie pour qu'il s'en sorte. Voilà, la séparation ou de revivre ensemble ne se posait pas. Moi, dans ma tête, c'était pas ça, c'est de l'accompagner lui. C'est-à-dire que vous aviez toujours en tête cette idée de séparation, mais, voilà, mais vous disiez on verra plus tard, quoi. Voilà, on verra plus tard selon la maladie, comment elle va évoluer. Parce que moi, dans ma tête, il était hors de question qu'il meure. À quel moment vous avez pris conscience que vous étiez, vous, retombée amoureuse de lui ? À sa 3e opération,
Parce que Quand les médecins, qu'est-ce qu'on lui a fait comme opération? on lui a fait deux fois. On lui a opéré de tumeur enfin, le cerveau, il a été ouvert 2 fois, en fait. Donc la première, c'était pour la tumeur. La deuxième, c'était pour lui ajouter une valve qui va du cerveau au cœur pour l'irriguer. Et ensuite, la troisième, c'était une autre tumeur, puisqu'elle avait proliféré. Et elle n'avait pas proliféré qu'au cerveau, elle avait proliféré dans tout son corps. Donc là, vous avez compris qu'il aurait du mal à s'en sortir. Oui. Ouais. Là, j'ai compris que je ne pouvais plus rien faire pour lui. Et qu'il s'en Alors, sortirait à ce moment-là, jamais. qu'est-ce que vous avez réalisé? Eh bien, que je tenais à lui et que je l'aimais, que je lui n'ai jamais dit, quoi, en fait. Vous lui avez jamais dit à ce moment-là? Parce qu'en fait, vous en avez pris conscience qu'après sa disparition? Vraiment? Vers les jours qui étaient comptés pour lui, puisqu'il s'affaiblissait de plus en plus. Et à ce moment-là, vous n'avez pas pu en Non. parler avec lui? non, j'ai pas pu lui en parler, non. Lui dire vos sentiments? Non, je le faisais par mon aide, par le... Pourquoi vous ne pouviez pas lui avouer? Mais en fait, Par pudeur? par pudeur. Et puis dans ma famille, on n'était pas habitués à ça, en fait. On n'était pas du tout habitués. Et c'est par la suite que j'ai... Ça a été évidemment très difficile pour vous de continuer de vivre après son départ. J'imagine que vous éprouviez de la culpabilité parce que justement Beaucoup vous de ne lui culpabilité. aviez pas Ouais, beaucoup de regrets. exprimé vos sentiments. Oui, beaucoup de regrets. Et ces regrets-là m'ont amené à la culpabilité. Et la culpabilité, la honte. Donc j'ai été fermée sur tous les... La honte de quoi? La honte de ne pas lui avoir parlé. Parce que des Ouais. fois, on dit qu'il faut le dire avant que les personnes disparaissent. Certes, c'est facile à dire, mais à le faire, non. Parce qu'on a notre histoire, on a nos blocages. Et qui fait que, ben, voilà, ça sort pas, même si on a envie, quoi. Est-ce que sentimentalement, vous êtes parvenu à vous reconstruire depuis? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous en êtes où aujourd'hui? Je suis célibataire parce que voilà, j'ai fait des mauvaises rencontres, on va dire, parce que je cherchais mon mari dans tous les hommes que j'ai connus. Et Il est parti il y a combien de temps, votre mari? ça va faire 19 ans en 2015. 19 ans. Et depuis 19 ans, vous avez eu d'autres histoires? J'ai eu d'autres histoires, mais qui n'ont jamais amené à quelque chose de... J'ai pris conscience qu'en fait, les hommes que je rencontrais, je voulais les sauver. Parce que je n'ai pas pu sauver mon mari. Alors, de quel coup sauver? J'aurais pas pu le sauver, de toute façon. Mais à travers ces hommes-là, je voulais sauver mon mari. Donc, tous ces hommes que je prenais, c'était des hommes à problème. Moi, j'appelais ça des canards boiteux. Et... Désolée. Et donc, c'était le syndrome de l'infirmière. Et en général, l'infirmière, on la change. psy, voilà, j'étais dans le rôle de la sauveuse. Je vais sauver tous ces hommes qui sont malades, qui ont des gros problèmes psychologiques. Et ma vie, voilà, ces 19 ans passés, en fait, je ne les ai passés qu'avoir des hommes comme ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai découvert... j'ai pris conscience de ce mécanisme-là et je n'avais pas du tout conscience. Et je me dis que j'ai eu une perte de temps, mais énorme, quoi. Donc, alors aujourd'hui, vous allez rechercher quel profil? Pas un canard boiteux, désolée. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Je pense déjà que le fait de prendre conscience de ce mécanisme est important pour éviter effectivement de le reproduire, mais c'est de réaliser que ce n'est pas ça qui a pu guérir votre blessure par rapport à votre mari. Voilà. Déjà, ça ne peut pas guérir cette blessure-là. Parce que vous, cette blessure, c'est à un moment donné une difficulté à accepter et à rester dans le regret. Le regret de ne pas lui avoir dit que vous l'aimiez. Et comment ça s'explique, ça, qu'elle n'ait pas pu lui dire? Elle l'a expliqué par rapport à son histoire, probablement une famille où on avait du mal à exprimer ses sentiments et que du coup, vous les avez exprimés d'une autre manière, Valérie. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que le fait de rester accroché à ses regrets vous empêche de voir tout ce qu'il y a eu de bon dans cet accompagnement qui a duré 3 ans, où vous avez été là, vous avez renoué une relation, vous avez pu modifier, vous, la relation que vous aviez avec lui. Sûrement que votre attitude aussi a changé. La sienne a changé, mais la vôtre aussi. Donc l'amour, il a circulé entre vous à ce moment-là. Et probablement qu'il l'a senti, cet amour. Il s'est senti aimé, puisque vous étiez là pour prendre soin de lui. Donc c'est important que vous lâchiez ces regrets.
L'amour, vous lui en avez donné en étant là, à ses côtés, en l'accompagnant. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour donner mon exemple, qu'en fait, un couple, je pars du principe qu'un couple, quand ils se rencontrent, ils ont chacun leur histoire. Et je pense que ce n'est pas le hasard si on s'est rencontrés. Parce que, voilà, moi, la première fois où je l'ai vu, j'ai dit ce sera lui avec qui je ferai ma vie et avec qui j'aurai des enfants. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je me suis dit ça? Il était marié, il n'y avait aucune raison que j'aille vers lui. Ce que vous vous reprochez, c'est d'avoir su que cet homme était l'homme de votre vie et pourtant de ne pas avoir su l'aimer finalement. Voilà. Et de ne pas avoir su le lui dire. Surtout de pas Donc, vous vivez dans cette dichotomie où vous dites j'ai su le trouver, c'était lui, et en même temps j'ai pas su l'aimer. Oui. Et ça, vous n'arrivez pas à vivre avec ces... Si, maintenant, si, maintenant. Mais pour arriver à vivre avec cette dichotomie, il faut accepter son histoire, accepter d'où on vient pour comprendre pourquoi ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait que j'ai eu du mal à exprimer mes sentiments à cet homme que pourtant j'aimais. J'ai des parents qui n'ont jamais exprimé, voilà. quoi. Je veux dire, c'est de... Voilà, si j'accepte mon histoire, je peux accepter le parcours de vie que j'ai eu et du coup trouver de l'apaisement. Parce que si on reste dans les regrets, accroché à ses regrets, sa culpabilité, on ne s'apaise pas. Et c'est ça qui fait que voilà, ce fameux travail de deuil, c'est l'apaisement, trouver de l'apaisement. C'est-à-dire continuer à aimer cette personne, mais à l'aimer d'une manière qui ne nous empêche pas de vivre. Est-ce que vous avez su, depuis, exprimer vos sentiments aux hommes qui ont traversé votre vie? Qui ont traversé ma vie? Oui. Non, Sophie. Non. Donc en fait, depuis toujours, vous n'avez jamais pu exprimer ce que vous ressentiez? J'ai dû le faire, mais voilà, par habitude. J'ai dû le faire, mais par habitude. Et avec vos enfants, vous arrivez? Ah, mes enfants, oui, c'est autre chose. Mes enfants, c'est pas pareil. Mes enfants, mes cousines, mes tantes, mes oncles. Donc il y a une sorte de blocage par rapport à... Il y a une sorte de blocage, oui, mais j'y travaille dessus. Ouais, c'est bien. Non, je travaille dessus quand même, parce que j'ai pris conscience. Oui. Et votre mari est encore très présent? Il fait partie de ma vie. Maintenant, il est vrai, il faut que je mette de côté mes regrets, mes culpabilisations, que je mette dans un coin, parce que ça, c'est une chose. Mais lui, il fera toujours partie de ma vie. Voilà. J'ai une histoire avec lui, il sera toujours là. Oui, mais c'est pas parce qu'il fait partie de vous et de votre histoire que ça doit vous empêcher de vivre d'autres relations. Maintenant, oui, parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai pris conscience de ça. Même s'il y a des années qu'il a disparu. Je veux dire, j'en ai pris conscience en faisant un travail sur moi. Je n'avais pas encore débloqué... Joël, c'est quand votre mari a eu un accident de la route que vous avez pris conscience de votre amour pour lui, ou plutôt du fait que peut-être que les jours et les mois qui avaient précédé cet accident, vous ne le lui aviez pas suffisamment exprimé? On ne l'exprimait plus, non. On se séparait, on était tout le temps en train de se chamailler. Alors, pendant la semaine qui a suivi, vous vous êtes aimés comme au premier jour de votre histoire? Moi, j'ai retrouvé, l'amour de mes 20 ans. Et on s'est beaucoup rapprochés. Avec mes filles, c'est un noyau qui s'est ressoudé. Et il nous a dit qu'il nous aimait, qu'il ne fallait pas qu'on se fasse du souci, qu'il ne ferait jamais de bêtises. Parce que moi, de suite, j'ai pensé à ça. Parce que quand même, si je comprends bien, vous l'avez senti très affaibli, très dépressif. Oui. Les mois qui ont précédé, il était pollué par cette histoire d'association avec quelqu'un avec lequel ça ne se passait bien. Il n'arrivait pas à reprendre le dessus. Non. Donc vous vous êtes retrouvés, vous l'avez épaulé, vous lui avez témoigné votre amour. Oui, on se l'est dit. Jusqu'à ce 4 juin 1999. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, le 4 juin, j'allais partir au travail et mon mari m'attendait sur le pas de la porte. Je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, d'habitude, à cette heure-là, tu es déjà dans les champs. Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je venais te faire un petit bisou avant que tu partes. Mais il me parlait, mais il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Il regardait ses chaussures. Et ça m'a paru bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi il ne te regarde pas?
Voilà, bon, après, on a parlé encore un petit peu, puis je lui ai dit, bon, ben moi, il faut que j'y aille. Hein. Voilà, et puis on s'est embrassés et je suis partie. Mais j'étais pas bien. J'avais un mauvais pressentiment. J'étais à mon travail, mais je languissais le soir de rentrer. J'étais pas bien. Et puis à 13h, bon, ma fille aînée m'a appelée. Elle m'a dit, elle était en train de réviser des examens, c'est pour ça qu'elle était à la maison. Elle me dit, maman, papa n'est pas venu manger, je l'ai attendu, je ne le trouve pas. Je ne sais pas où il est. Et bon, moi, j'ai peur. J'ai pensé de suite qu'il avait fait une bêtise et je suis partie. Effectivement, il a une vie fin assez jours, quoi. Et là, ça a été une grande haine pour l'autre personne. Une haine inimaginable. Et puis après, un abandon. Un abandon, et puis on ne comprend pas, parce qu'une semaine avant, il vous dit qu'il vous aime, qu'il ne fera jamais rien, et puis après, il le fait quand même, et on ne comprend pas. Alors, le décès de votre mari remonte à il y a maintenant 14 ans. 14 ans, oui. Comment avez-vous eu la force de continuer à avancer, de reconstruire une nouvelle vie? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage que nous avons réalisé chez vous dans les Hautes-Alpes. À jamais présent dans ma vie, c'est le titre que nous lui avons donné. Sur les hauteurs d'Aix-en-Provence. Joëlle n'a jamais réussi à faire le deuil de son mari. Régulièrement, elle vient se recueillir ici, à quelques mètres de sa maison. C'est bon aujourd'hui, hein? Ben oui, hein. Soit ils avaient annoncé de la pluie, et puis finalement, il fait beau. Là, c'est la grotte où les cendres de mon mari ont été dispersées. Bon, comme il ne nous avait pas donné d'endroit précis, on a pensé qu'ici, c'était bien. Puis bon, il voit ses chats, il est pas loin de la maison, il fait encore partie de nous, il nous protège. Moi, j'ai l'impression qu'il me protège un petit peu, voilà. Jean-Paul s'est suicidé il y a 15 ans. Une mort soudaine et violente pour ses proches. Malgré les années, Joëlle n'a jamais voulu quitter la maison familiale et elle garde précieusement toutes les affaires de son mari. C'est son portefeuille. Il a encore une photo de moi, une photo que je lui avais donnée quand j'étais jeune. Elle est toute abîmée, mais bon, il l'avait toujours. Je n'ai pas touché, c'est resté tel quel. Voilà, j'aime bien le toucher de temps en temps. Là, j'ai son alliance, je l'ai gardée longtemps autour du cou. Et puis j'ai aussi le dernier tricot qu'il a mis, et voilà. J'ai son odeur. J'ai son odeur, et voilà, je viens de le respirer, je ne l'ai pas lavé, voilà, et c'est lui. Même 15 ans après, c'est difficile. Parce qu'on passe par plein de sentiments. Au début, c'est de l'abandon. Puis c'est de l'incompréhension. Puis après, je lui en ai voulu. Je lui en ai beaucoup voulu de nous avoir laissés. Il reste plein de questions qui n'auront jamais de réponse. Et c'est ce qui fait que oui, le deuil est difficile. Après la disparition de leur père, les filles de Joëlle se sont fait beaucoup de soucis pour leur mère. C'est moi! À tel point que Séverine, l'aînée, a préféré rester vivre dans la propriété de ses parents, dans une petite maison de l'autre côté du jardin. C'est vrai qu'au début, je t'avouerais que le matin, des fois, quand je te voyais que tu te levais pas, je sortais de chez moi, je venais chez toi, je vérifiais si tu dormais ou si tu avais fait une bêtise. On sentait que tu étais en souffrance tellement que...
Eh oui, je sais, je vous ai fait faire du souci alors que vous aviez aussi autant de chagrin que moi. Du coup, on avait du mal à partir et faire nos vies toutes les deux. Donc là, en n'étant pas loin, on avait l'impression qu'on ne pouvait pas surveiller, mais au moins être présente. Presque. Ouais, c'était presque ça. Avec Séverine, après, on a essayé de te pousser à refaire des choses avec des amis, même pour rencontrer quelqu'un, même si pour nous, c'était aussi compliqué de se faire à cette idée-là. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, vous m'avez poussée. Oui, mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait, hein. Il y a longtemps qu'on n'était pas venu dans ce secteur. Dans ce coin, oui, c'est vrai, hein. Grâce à ses filles, Joëlle a fini par se laisser séduire par un autre homme. Depuis 8 ans, elle est en couple avec Jean-Louis. Au début, ça a été relativement difficile parce que se positionner avec son mari de ce qu'elle a vécu, la famille, et moi j'arrivais, bon, je ne veux pas dire en 3e position, mais ce qui est tout à fait logique, j'arrivais dans cette situation-là. Et je me suis dit, bon, mais si tu veux faire quelque chose, il faut que tu acceptes, voilà. J'avais peur de souffrir encore, que ça ne se passe pas bien entre nous. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à m'attacher à Jean-Louis. Je freinais un petit peu, je me disais, fais attention, ne t'attache pas à lui. Aujourd'hui, Joëlle vit au jour le jour. Avec Jean-Louis, elle tente de reconstruire une vie de couple. J'avance avec lui et à côté de lui, et j'espère qu'on avancera encore. Donc on a découvert dans ce nouveau reportage que vous avez trouvé un compagnon. Oui. Oui, bon, quelques années après, oui, là, ça fait 8 ans qu'on se connaît. Bon, il m'a apporté beaucoup. Et, bon, j'ai recommencé à sortir, on a les mêmes on aime danser, voilà, on aime aller faire des randonnées. Mais j'ai beaucoup de mal à extérioriser ce que je ressens pour lui parce que je veux toujours me protéger. Protéger de quoi? Me protéger d'avoir encore mal, de souffrir encore. C'est-à-dire qu'en parlant, vous avez l'impression que... Non, c'est par rapport à lui. Des fois, il me dit... lui, il me dit qu'il m'aime. Il me dit, toi, tu ne me le dis jamais. J'ai dit, de toute façon, je ne peux pas avoir l'amour que j'ai eu pour mon mari. C'était pas exceptionnel, mais je veux dire, c'était l'amour des 20 ans. Je ne peux pas. Mais j'ai beaucoup de mal parce que voilà, j'ai peur de tout avouer, ce que je ressens. Mais pas qu'avec lui, même avec d'autres personnes. Je cache mes sentiments maintenant. Par peur de souffrir. Par peur de le faire souffrir? De faire souffrir tous les gens que... C'est comme si vous vous interdisiez le fait d'être à nouveau heureuse, peut-être? Oui, quelque part, oui. Alors, oui. Vos filles sont avec nous dans le public, Séverine et Aurélie, bonjour. Séverine, c'est vous... Enfin, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre? C'est une expérience terrible. Le décès de mon papa, bien sûr, dans ces conditions-là, c'est très difficile. Après, ce qui était difficile, ça a été de ramener un petit peu notre mère parmi nous, parce qu'en fait, elle s'est plus focalisée sur la disparition de mon père, et elle était presque plus avec lui qui était mort qu'avec nous qui étions encore présentes. Ouais. Donc nous, on avait notre souffrance de filles qui avions perdu notre papa, et on avait une peur atroce de perdre notre maman aussi. Vous aviez peur qu'elle le rejoigne? Oui, qu'elle fasse la même chose. Donc en fait, vous l'avez... On a essayé de la tirer vers la vie. Peut-être en la poussant non pas à refaire sa vie, j'aime pas cette expression, mais à continuer sa vie, à essayer de retrouver en fait. Ça a été plus partager ce qu'elle aimait, partager, aller marcher, aller danser. Comment vous considérez sa relation avec le nouvel homme de sa vie? Alors, bien sûr, il ne remplacera jamais notre papa. Mais nous, on est très contentes. On veut qu'elle refasse sa vie. Elle
Elle était jeune encore au moment du décès de mon papa et elle a le droit d'être heureuse. Qu'elle partage des moments voilà, de bonheur. Donc pour vous, c'est important qu'elle puisse se laisser aller à vivre cette relation. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'elle, c'est difficile à assumer pour vous, hein, quand même. Oui, je sais que lui, ça lui fait beaucoup de peine de ce côté-là. Je sais qu'il a du mal à me sentir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui, Frédéric ? C'est particulièrement difficile la situation de Joëlle parce qu'elle a cru sauver son mari. Elle a cru sauver pendant cette semaine où ils se sont retrouvés, où ils ont pu se dire les choses, se dire leur amour. Et elle a cru que ça avait pu le sauver et ça ne l'a pas sauvé. Ce qui est très compliqué après pour s'autoriser à exprimer des sentiments parce qu'il y a comme une mémoire émotionnelle qui fait que si je vais dire mes sentiments, il arrive une catastrophe. C'est ça qui est compliqué. C'est ça, en fait, c'est pour ça que vous dites que vous avez peur de souffrir à nouveau, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Je me protège, en fait. Ouais. C'est pour me protéger. Donc là, il y a quelque chose à libérer qui n'est pas encore libéré. Donc dans votre cheminement par rapport au décès de votre mari, ça, ce n'est pas... Ça vous empêche. Vous n'êtes pas libéré de ça pour l'instant. Et pourtant, vous avez écrit un livre. Peut-être pour vous libérer de cette histoire déjà? J'ai écrit un livre, ça a été une thérapie pour moi. Oui, j'écrivais comme ça me venait, tout ce que je n'arrivais pas à dire aux personnes qui m'entouraient, à dire à mes filles. J'ai tout écrit. Ça veut dire quoi, les bibounes? C'est le nom de notre maison. Ah bon? C'est comme ça que j'appelais mes enfants, moi. Nous, c'est ma fille aînée qui appelait les chats comme ça. Tous les chats qu'on a eus, elle les appelait les bibounes. Ah bon. Alors, j'ai donné ce nom-là. Bon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez fait votre deuil? Je pense que le deuil, on ne le fait jamais tout à fait. On ne le fait jamais parce que, bon, ne serait-ce que dans la maison, il y a des choses qui nous rappellent. Les endroits où on va. Mais le deuil, ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire vivre avec la personne absente, en vous peut-être. Pas complètement, non. Non. Vous n'en êtes pas encore là. Non, mais je me demande si on peut le faire, un jour en plein. Je sais pas, moi j'y crois pas trop. Alors Frédéric, décidément, ça va pas du tout cette expression. Hein. Faire le deuil, c'est vraiment pas une expression. Mais d'ailleurs, c'est pas l'expression de Freud. Freud, c'est le travail de deuil. C'est pas faire son deuil. Faire son deuil, c'est comme une injonction. Allez, voilà, là il faut avoir fait son deuil. Et c'est pour ça que moi je vois souvent arriver des gens qui se culpabilisent de pas avoir fait leur deuil, alors que c'est juste normal. Et ce que vous exprimiez, c'est-à-dire là, à un moment donné, par exemple, quand on perd quelqu'un qui nous est très, très proche, on a envie de le rejoindre. C'est à chaque fois, c'est une étape là aussi. C'est normal. C'est tellement difficile d'accepter cette mort qu'on a envie de rejoindre l'autre. Ça fait partie du cheminement. Et si on ne l'accueille pas, on juge tout un tas d'émotions normales, pathologiques. Alors la souffrance, elle n'est pas pathologique. C'est pas pathologique. On souffre, c'est tout. Donc ça, c'est important de la reconnaître. Mais je pense que vous, ce cheminement, il n'est pas encore terminé parce que vous ne vous êtes pas encore autorisé à dire l'amour que vous portez à l'autre, à un autre. Et la libération, elle viendra à ce moment-là. Ce travail de deuil sera fait quand vous pourrez vous autoriser à exprimer une émotion, que vous n'aurez plus peur. Parce que vous n'aurez plus peur de ce qui pourra arriver après et qu'il n'y aura pas de catastrophes qui arriveront après. Et que la souffrance... Votre mari portait une souffrance et une difficulté à vivre, à mon avis. Il s'est renfermé avec cette souffrance. La semaine que vous avez passée, c'était comme une bulle qui lui a permis de partager de belles émotions avec vous. Moi, je trouve que ça a été... Je disais, on nous a donné une seconde chance, il faut qu'on la saisisse. Et je trouve... Ça a été formidable qu'on ait pu avoir cette semaine-là. Oui, et peut-être que c'était pour lui une manière de vous dire au revoir dans le partage. Oui. Parce qu'il n'a pas voulu être sauvé. Sinon, il vous aurait dit sa souffrance. Il ne l'a pas dit. Non, il n'arrêtait pas de nous dire au contraire qu'il nous aimait,
que voilà. Mais à un moment donné, c'était trop difficile pour lui d'assumer, de se positionner, de se confronter à ce qu'il avait à vivre. C'était trop compliqué. Oui, ça fait d'autant plus, c'est là qu'on comprend d'autant moins qu'il ait pu faire ça, parce que moi, je m'étais dit, ça y est, il est sauvé. Ça y est, on va repartir, on va s'en sortir, et voilà, le plus dur est fait. Mais sa souffrance était plus profonde que ça, probablement. Mais au moins, vous avez pu partager cette semaine où vous vous êtes dit des choses, des belles choses, vos sentiments. Donc c'est très cette important semaine, ce qui s'est vécu. Moi je dis, on a eu une semaine merveilleuse. Et c'est très bien qu'on ait pu avoir cette semaine-là. Marie, votre ex-conjoint est décédé il y a 2 ans, lui aussi a mis fin à ses jours. Est-ce que après sa mort, vous avez encore plus réalisé à quel point vous l'aimiez, ce dont vous aviez déjà pris conscience quelques mois avant? Oui. Il y avait le manque, il y avait... Encore maintenant, 2 ans après... Vous vous sentez comment aujourd'hui? Mal. Mal? Mal. Vous êtes toujours mariée? Toujours. Mon mari est très conciliant, patient. Patient? Je lui ai même dit qu'on pouvait divorcer. J'ai l'impression que je m'interdis d'être heureuse en le rendant malheureux. Donc je n'ai pas le droit de le rendre malheureux. Donc j'avais vu la solution du divorce. Et mon mari n'en a pas envie. Mais j'ai envie de passer outre. J'ai pas fait le deuil. Il faudrait que je fasse un travail sur moi que je n'ai pas fait d'ailleurs. Et je ne sais pas comment faire. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je me suis dit que ça pouvait peut-être me servir de thérapie, avoir des conseils. Alors, pour préparer cette émission, nous avons eu votre mari au téléphone. Il ne souhaite qu'une chose, justement, c'est que vous fassiez ce travail sur vous-même, que vous alliez mieux pour pouvoir tous deux sauver votre couple. C'est pour cela qu'il a eu le courage d'accepter que vous participiez à notre émission par amour pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à lui? C'est dur pour moi, mais je vais essayer. Alors, Frédéric, qu'est-ce qu'on peut... Elle n'est pas dans la ville. Hein. C'est récent, je veux dire, il n'y a que 2 ans. Et je pense que la difficulté de Marie, c'est qu'elle se responsabilise. Alors, je ne sais pas à quel niveau, peut-être même de la mort de Gilles, ou que les choses se soient déroulées de cette manière. Donc, tant que vous portez cette responsabilité, forcément, il y a de la culpabilité, forcément, il y a tout un tas de sentiments qui vous emprisonnent et qui vous empêchent déjà d'accepter sa mort, du fait que vous n'êtes pas responsable de ça. Donc peut-être ce serait important de vous faire aider là-dessus. Si vous êtes prête à faire cette démarche, je suis sûre que ça pourrait vous aider. Je pense aussi, oui. Ouais. Parce que vous êtes réceptive à ce qui se dit, à ce que je vous ai reflété tout à l'heure. Donc je pense que ça pourrait être aidant justement pour arrêter de vous mettre une responsabilité qui ne vous appartient pas. Vraiment. Oui, j'en ai envie d'ailleurs de toute façon. Bon. Il sera toujours dans mon cœur, il sera toujours là. Et pour... Ça, je ne pourrais pas aller jusqu'à la fin de ma vie. Il sera toujours là. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose. Ce que vous pouvez vous dire aussi, c'est qu'il y a un homme dans votre vie qui vous aime et qui est là et qui est vivant, lui. Oui, aussi, oui. Bah oui, mais... Donc pour ça, il faut que... C'est dommage de le perdre lui aussi. Aussi. C'est un travail sur moi-même, je pense. Et c'est vrai qu'en plus, je me suis occupée de ses obsèques. Il a fallu que je fasse son déménagement parce que mon fils n'a pas pu prendre toute la responsabilité. Donc j'étais là pour mon fils qui avait 23 ans à l'époque. Et j'ai tous ces vêtements qui sont chez moi, quoi. Oui. J'arrive pas à m'en débarrasser. Vous avez porté beaucoup de choses. C'est vous qui l'avez trouvé les 2 fois. C'est des choses difficiles à digérer. C'est compliqué quand même, tout ce que vous avez traversé. Donc, d'avoir un espace avec quelqu'un qui peut vous entendre, où vous pouvez poser tout ça, c'est bien. Donc, c'est le but pour moi d'avancer, quoi.
Et d'arrêter de vous responsabiliser J'espère, oui. de sa mort, surtout. Nadia, vous vous êtes mariée à l'âge de 24 ans avec un homme dont vous n'étiez pas amoureuse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Les sentiments ne sont jamais venus jusqu'au jour où votre mari est tombé malade. De quoi souffrait-il à ce moment-là? Maladie du foie, qui s'est après devenue plus grave. Et il est resté plus de 12 ans malade. 12 ans? Plus, un peu plus de 12 ans. Quel homme avez-vous découvert face à l'épreuve de la maladie? C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui avait quand même un bon fond. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Est-ce qu'il est devenu plus tolérant, plus ouvert? Plus gentil, oui, parce que tout ce qui m'obligeait à ne pas faire, il ne m'autorisait pas, et ben là, il était devenu plus gentil. Là, vous avez plus on avait d'autonomie. Voilà, on avait des projets pour l'avenir. Malheureusement, la maladie ne nous a pas permis de vivre ça. Ouais. Et vous avez dit à nos équipes qu'une phrase de votre mari résonnait encore en vous. Laquelle? oui, qu'il préférait mourir que de vivre sans moi. Et ça au jour d'aujourd'hui, c'est une phrase qui vous a témoigné son amour. Il est décédé il y a 1 an. De quelle manière avez-vous vécu son départ? Très, très dur. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'est pas mort. J'ai du mal à accepter qu'il soit parti, surtout dans les conditions, vu la maladie, je l'ai vu se détériorer. Est-ce que vous pensez un jour pouvoir ouvrir une nouvelle page de votre vie? Je pense pas, non. Vous êtes jeune, vous avez quel âge? 46 ans. Vous avez encore un avenir devant vous? Je sais bien, tout le monde me dit ça, mais moi, je l'ai aimé, je l'aimerai toujours. C'est ma façon de lui prouver, malgré qu'il n'est plus là. Et est-ce que vous pensez que, même si vous l'aimerez toujours, il y aura peut-être quand même un jour une place pour quelqu'un d'autre? Je pense pas, non. Alors non, parce qu'il y a eu des personnes qui sont intéressées à moi, qui sont rapprochées de moi. Et puis, ça fait 1 an, c'est un peu tôt. Mais je pense pas, même pour plus tard, je pense pas. Un dernier conseil de Frédéric? C'est un peu normal que vous pensiez ça aujourd'hui. Ça ne fait qu'1 an que votre mari a disparu. Donc, on ne peut pas imaginer, alors qu'il y a si peu de temps qu'il n'est plus là, et puis que vous avez pu expérimenter autre chose dans la relation avec lui. Et ce qui est frappant, comme dans l'histoire de Valérie, c'est que s'il n'y avait pas eu l'épreuve de la maladie, vous n'auriez pas pu avoir ces relations-là avec vos hommes. C'est-à-dire que c'est la maladie qui a révélé autre chose qui ne se serait pas vécu autrement. Donc c'est déjà de se dire, on a pu vivre aussi ça. Donc effectivement, c'est compliqué de laisser quelqu'un, de faire le deuil de quelqu'un, mais c'est de se dire, on a eu ces moments-là. On a pu partager ça, alors que s'il n'y avait pas eu la maladie, on ne l'aurait pas partagé. Parce que votre relation était installée sur un certain mode et vous, il y avait beaucoup de choses qu'il vous empêchait de faire dans la relation. Il y avait une forme de domination dans la relation qu'il n'y avait plus avec la maladie. Donc sans la maladie, vous n'auriez pas expérimenté ça. Donc c'est déjà d'avoir eu ce cadeau-là, de vivre autre chose avec ces hommes. Donc, mais ça, c'est un cheminement. Voilà, c'est accepter que les gens qu'on a côtoyés dans nos vies, ils ont fait partie de nos vies, ils sont plus là, ils sont là d'une autre manière, on les porte en nous, ça fait les femmes que vous êtes et je ne crois pas que ça empêche d'aimer d'autres personnes. C'est ça qui est important. C'est que chaque chose en son temps. Oui, chaque chose en son temps, exactement. Joue dans ce genre d'épreuve. Absolument. Merci d'être venu nous voir. Merci de vous être livré. J'espère que vous pourrez aller plus loin de manière positive dans votre cheminement de reconstruction grâce au conseil de Frédéric. Et bien sûr, on aurait le plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau de l'Histoire continue pour que vous nous donniez de bonnes nouvelles de vous. Merci Frédéric.
Les témoignages de nos invités nous rappellent à quel point il faut prendre le temps de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, justement. Alors, Jean et Marcel, eux aussi en savent quelque chose, puisqu'à 60 ans, ils se sont avoués leurs sentiments et n'ont pas hésité à se lancer dans une nouvelle romance. Quant à Laura Presgurvic, la fille du célèbre compositeur, c'est aussi une belle histoire d'amour qu'elle a vécue avec le public à seulement 17 ans. Mais après avoir été propulsée si jeune sur le devant de la scène, elle a ressenti le besoin de prendre du recul. Elle va tout de suite nous dire où elle en est aujourd'hui. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer avec vous, Laura. Jean-Luc, vous avez reçu le 25 février 2009 dans une émission intitulée « Ils ont été célèbres trop tôt, trop vite ». Rappelez-nous, grâce à quel rôle vous avez connu le succès? C'était le rôle de Scarlett dans Autant l'emporte le vent. Comment vous avez décroché le rôle, justement, de Scarlett O'Hara? Mon père avait envoyé un CD avec des maquettes que j'avais faites et les avait envoyées au producteur. Et parmi plusieurs maquettes, et les producteurs ont écouté, ont dit « mais celle-là est vachement bien ». En mettant votre nom dessus? Évidemment que non. Ouais. Évidemment que non. Et du coup, mon père a dit celle-là, je la connais, voilà quelques photos. Et c'est vrai qu'à 16-17 ans, physiquement, ça marchait parce qu'il y avait un côté un petit peu coquin et qui ressemblait beaucoup à Scarlett. Donc c'est vrai que sur les photos, quand je les regarde, moi, avec un peu de recul, ça fonctionnait plutôt bien. Et donc les producteurs ont dit, mais celle-là, on veut la rencontrer. Et ils avaient dit non sur le principe de la fille de mon père, au départ, quand mon père a proposé l'idée. Ils ne savaient pas à quoi je ressemblais. Et ils ont dit, bon, celle-là, on veut la rencontrer. Et mon père a dit, oui, là, vous êtes d'accord, voilà, c'est ma fille. Et c'est là que tout a commencé. Alors, du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvés sous les feux des projecteurs. Combien de temps ce spectacle a-t-il duré? Ça a duré, sur la scène du Palais des Sports, ça a duré à peu près 1 an. Après 1 an en tournée, et si on compte effectivement l'année et demie de préparation, de l'album, de répétition, ouais, c'est ça, ça a duré 3 ans, un peu plus de 3 ans. C'est long, hein. Comment vous avez géré cette notoriété? Comme un truc très simple, quoi. Je faisais le métier que je voulais faire, je faisais ça avec mon père que j'adorais, j'avais trouvé des amis, j'avais trouvé mon chemin. Et ça, quand tu trouves ça jeune, ça t'aide beaucoup à vivre, quand tu as trouvé ta voie. Donc j'ai vécu ça comme un truc normal, quoi. Alors, avec 11 mois de tourbillon médiatique, l'aventure s'est arrêtée. Et à ce moment-là, vous avez pris conscience de quoi durant les 2 ans qui ont suivi? J'ai pris conscience très tôt que c'était un métier dur, mais de travailler tôt, c'est dur. Alors, lorsque vous êtes venu témoigner sur notre plateau, vous aviez déjà pris un peu de recul par rapport à votre histoire. Et c'est sans langue de bois que vous vous êtes confié à Jean-Luc Delarue. Aujourd'hui, 10 ans se sont écoulés depuis Autant en emporte le vent. Et c'est une jeune femme pleine de projets que notre équipe a rencontrée il y a quelques jours. Regardez. J'ai commencé à travailler à 17 ans et je suis montée sur scène, pratiquement à 18 ans. Laura Presgurvic avait connu très tôt le succès grâce à la comédie musicale Autant en emporte le vent. Le succès, mais aussi la pression et les critiques. C'est une nouvelle vie qui s'ouvrait à vous, d'abord à Paris, beaucoup de promotions. Grande mode des comédies musicales. On arrive à quelle période? C'était en 2003, si je dis pas de Donc on arrive après Notre-Dame de Paris. Après Notre-Dame de Paris, Les 10 Commandements, Roméo et Juliette. C'était le grand moment des comédies musicales. Donc on savait qu'en entrant dans cette comédie musicale, c'était... Avant même que ça commence, vous étiez déjà connu C'est très particulier, effectivement. Avant même d'être monté sur scène et d'avoir fait... le spectacle, votre boulot. On vous connaît déjà, on vous reconnaît déjà dans la rue. Vous avez un père qui est dans le monde du spectacle. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur les dangers? J'avais été prévenue effectivement par les parents en disant ne crois pas tout ce qu'on dit, sélectionne. Et moi, je voulais bien faire mon travail, c'est ce qui comptait. Afin de se préserver, Laura avait alors, pendant 2 ans, quitté les lumières de la scène pour prendre des cours de théâtre. J'ai voulu faire cette pause-là par rapport aux gens de ce métier aussi, parce que quand tu es balancé dans ce métier très tôt, tu es balancé dans un métier très dur, mais aussi dans le monde des adultes. Et quand tu as 17 ans, tu es confronté à tout ça en même temps. Les gens vous obligent à faire certaines choses que vous n'avez pas envie de faire. Exemple. Quand vous avez 17 ans et qu'on vous dit, bon là, sexy, hein, tu mets le décolleté, la jupe et machin, et que tu n'as pas forcément envie, quand on te dit tu dis ça, et que c'est pas ce que tu as envie de dire. Moi, en plus, j'avais un sacré caractère. De retour sur scène, depuis peu, Laura renouait plus sereinement avec le public.
C'est un apprentissage aussi plus calme, plus apaisant. À l'époque, c'était plus compliqué. Puis je devais faire mes preuves tous les jours. Je cherche juste à travailler, à évoluer sans avoir une énorme pression. Plus de 4 ans après l'émission, nous retrouvons Laura Presgurvic. C'est aujourd'hui avec plus de maturité qu'elle aborde son métier. Celui de comédienne, mais aussi celui de réalisatrice de courts et longs métrages. Hello. Ça va? Et toi? Oh oui. Laura enchaîne les projets. Alors pour Mara, une amie américaine de passage en France, c'est séance de rattrapage. Qu'est-ce qui se passe avec ton cours? On est en montage, j'ai vu l'ours hier. Faut encore bosser, je pense, pendant 3 semaines. Puis après, on est bon. Tu veux toujours faire le long? Écoute, oui. Mais tant que j'ai pas vu mon film, déjà le cours terminé, c'est dur. Après, il faut que je continue. Mais là, avec le théâtre le soir, j'ai pas 7 heures, 8 heures par jour de... Ouais, je sais. Je sais pas comment tu fais. Tu cours à 100 000 à l'heure. Si je fais un projet, ça en appelle d'autres et je me sens bien. Et j'aime pas savoir ce qui se passe après. Donc si je démarre plein de projets en même temps, il n'y a pas d'inactivité. C'est pas mon truc. La vie de Laura, c'est un tourbillon. Elle a énormément d'énergie pour faire tout ce qu'elle fait avec autant de passion. Elle fera vraiment une très belle carrière, j'en suis sûre. Ses premiers pas dans la réalisation avec son court-métrage dans lequel se donne la réplique Michel Boujna, Thierry Godard ou encore Philippe Lelouch, Laura les doit à son producteur, Alain Grand-Gérard. La réaction de Michel, c'est coupé de réaction de Michel. Il n'en faudra qu'une seule. Il faut qu'on reste pendant pratiquement toute la scène que sur Thierry, parce que c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il est quand même incroyable. Il est incroyable. Séduit par sa personnalité, il a souhaité lui donner sa chance. Laura, je la connaissais de la comédie musicale, mais à part ça, en mise en scène, en réalisation, je connaissais rien. Et le fait qu'elle soit comédienne, ça m'intéresse parce que je me dis forcément, elle aime les comédiens, donc elle va savoir diriger les comédiens. Non seulement c'est un pari risqué pour elle de passer à la réalisation, en plus elle a mis la barre haut parce que non seulement elle dirige, mais en plus elle joue dedans. Donc elle est devant la caméra et derrière la caméra. Ce qui pour un premier court-métrage, c'est pas évident. Laura n'en oublie pas pour autant la scène. Tous les soirs, depuis 5 mois, elle est sur les planches, dans une pièce d'Alfred Hitchcock, mise en scène par Éric Métayer, Les 39 marches. Ouais, non, mais Bonjour. c'est que... Hola. Bonjour, bonjour. Allô. Allô. Et vous? Tu sors en danseuse, tu remets ton rideau, et quand tu ressors en... tonton machin, là... Alors tonton, je peux. Mais même quand tu sors en danseuse, mais t'as juste à tirer le rideau. Aujourd'hui, Laura s'épanouit pleinement dans tout ce qu'elle entreprend. Fini le stress de ses débuts. Elle ose tout, cette pièce. C'est complètement fou. C'est exactement, en tout cas dans le registre comique, exactement ce que je veux faire. Aujourd'hui, je vis bien le métier de comédienne que quand j'étais plus jeune. Par rapport à mes 17-18 ans où j'avais l'impression que tout était une question de vie ou de mort, où j'avais pas... Ouais, où j'avais une pression absolument permanente, aujourd'hui, je m'amuse vraiment. Et ce soir, dans la salle, Laura pourra compter sur le soutien de Giovanni, un spectateur particulier. Je suis venu pour faire un coucou à Laura. En fait, j'ai joué dans son court-métrage. Je crois beaucoup en elle comme comédienne et comme réalisatrice. 21h, la pièce commence. Merci infiniment. Oups, rudement haut. Pendant plus d'1 heure, Laura va enchaîner les personnages, tous plus loufoques les uns que les autres. Ça, t'es pas un ange. Gueule à toi. Je suis absolument navré, je n'avais pas le choix. J'ai le fin de loup. Alors, je vous vois bien songeuse en regardant ce reportage. Vous vous dites quoi? Je me dis quoi? Non, je regarde ça avec un petit peu de recul, puisque c'est ce que je vis, mais c'est toujours joli de voir ça. Non, je regarde mes partenaires, les gens que j'aime. Il y a beaucoup de gens que j'aime dans ce reportage, donc je regarde ça avec plaisir. Est-ce que vous êtes fière du chemin parcouru, de vos choix de carrière? Vous avez l'air de savoir ce que vous voulez, où vous allez? Fière, je sais pas, on verra ça, mais je suis cohérente. En tout cas, je suis pas... En quoi? C'est-à-dire, je fais les choses que j'ai envie de faire, j'essaye de les faire bien, j'essaye de les faire avec des gens de talent.
et toujours avec beaucoup d'honnêteté. Je pense que c'est comme ça que tu peux faire un projet, que ce soit une pièce ou un film, quelque chose de bien. Donc, je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. En quoi vous vous trouvez différente de celle que vous étiez il y a 10 ans? Je suis forcément différente. J'ai 10 ans de plus et je suis plus sereine. Sereine et j'ai envie de faire plein de choses. Vous avez quel âge aujourd'hui? 28. Dis donc, si vous êtes déjà sereine à 28 ans, bravo. Hein. J'ai pas dit sereine, je dis plus sereine. D'accord. Ce qui n'a absolument rien à voir dans mon cas. Vous gardez quel souvenir de votre passage dans l'émission? C'était un joli moment, vraiment. Quel est le regard du papa sur sa fille aujourd'hui? Je pourrais faire n'importe quoi, le papa il est content, il est fier. Mais là, il est rassuré, je crois, surtout, avec la réalisation, parce qu'il voit que c'est quelque chose qui... En tout cas, il trouve que c'est quelque chose qui me ressemble, et où tout d'un coup, mes défauts, c'est-à-dire le côté têtu, le côté d'avoir un avis sur tout et de vouloir contrôler les choses, qui sont des choses qui lui font peur pour sa fille, tout d'un coup, ça devient productif, je peux en faire quelque chose. Vous m'impressionnez, moi, hein, par la maturité. Ah bon? Ouais, par... C'est gentil. Alors, je rappelle votre actualité. Vous êtes à l'affiche de la pièce Les 39 marches, mise en scène par Éric Métayer. C'est au théâtre des Béliers parisiens. Tout à fait. C'est où ça, ce théâtre? C'est le nouveau théâtre d'Arthur Jugnot. Ah, et c'est dans le 18e. Là, il a un théâtre aussi à Avignon et il vient de l'ouvrir à Paris. Et c'est une super équipe, un super théâtre. Molière de la meilleure pièce comique et de la meilleure adaptation. Donc ça a l'air d'être une jolie pièce. Et puis votre court-métrage sortira au printemps prochain. Merci d'être revenu sur notre plateau. Merci. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Jean et Marcel. Jean-Luc, vous avez reçu le 25 février 2010 dans une émission intitulée « L'amour, ce n'est plus de notre âge ». C'est vrai. Et vous nous aviez justement démontré qu'il n'y a pas d'âge pour refaire sa vie. Jean, vous aviez quel âge au moment où vous avez rencontré Marcel? J'avais 60 ans, il y a déjà 18 ans, et aujourd'hui, je ne réalise pas que j'ai 78 ans. Je suis plein de projets, et je crois que je finirai ma vie sans tous les réaliser. Parce que je suis très heureux d'avoir rencontré Marcel, qui m'aide beaucoup. Nous nous occupons beaucoup d'associations, de danse, tout ça. Alors, vous vous êtes rencontrés dans quelles circonstances, tous les deux? Je vais vous expliquer ça. Je le connais très bien, je l'ai bien vécu. C'était un jeudi d'Ascension. J'étais avec des amis, et ce jour-là, on avait fait la fête un petit peu le soir, et nous sommes trouvés dans un dancing, mais pour boire un pot. Et il y a une dame qui vient vers moi, qui me tape sur l'épaule, que je ne connaissais pas. Hein. Elle me dit, il y a mon ami qui voudrait bien danser avec vous. Alors, je lui dis, mais comment est-elle faite? Ça a été la première action. Oui, j'ai dit, je vais aller la chercher à moi-même, je ne l'ai pas dit à son ami. Et là, pas moyen, elle était toujours partie. Si bien qu'à un moment donné, j'ai pu lui demander, elle m'a dit oui, avec plaisir, et je lui ai dit, mais vous êtes toujours partie, si vous êtes avec un ami, votre mari? Elle me dit non, pas du tout, et je suis venu ici, comme vous, pour danser, pour m'amuser. Voilà comment ça s'est passé pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez lui? D'abord son physique, sa douceur, la confiance que j'ai pu avoir de suite, car c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et je pense que dans la période de cette rencontre, j'en avais sûrement beaucoup besoin. Alors, il y a 4 ans, vous étiez éperdument amoureux l'un de l'autre, mais rien ne laissait présager la tournure que prendrait notre émission. En effet, Jean, vous avez concocté une petite surprise que vous n'êtes pas prête d'oublier. Et avant de découvrir pour quelles raisons précises vous avez accepté de nous ouvrir les portes de chez vous aujourd'hui, je vous propose de revoir un extrait de notre émission. Donc, je trouvais que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de classe et qui savait parfaitement bien danser. Au fond de moi, je rêvais de danser avec. À 50 ans, Marcel était loin d'imaginer que cette danse se transformerait en belle histoire d'amour. Derrière moi, une femme que je ne connaissais pas me tape sur le dos. Elle me dit, il y a mon ami qui voudrait bien danser avec vous. Je me retourne. J'ai dit, bien sûr, je vais la faire danser. Et je suis partie danser avec Jean. Donc, première danse. On est parti sans rien se dire. Ouais. Deuxième rencontre.
nous avons dansé et là, nous avons passé une soirée, mais vraiment merveilleuse. Depuis ce jour, le couple ne s'était plus jamais quitté et revivait une seconde jeunesse. Après 15 ans de vie commune, Jean souhaitait même concrétiser cet amour. Avec Marcel, il y a 15 ans que nous nous connaissons. Je pense qu'elle m'a donné beaucoup de bonheur. Et je voudrais lui dire un petit mot. Si elle voulait bien m'épouser... Ah oui, je vais me lever. Donne-moi ta main, Marcel. Aujourd'hui, tu es ma femme. Devant une telle demande, Jean, je ne pourrais jamais refuser cet amour que j'attendais. C'est vrai, l'amour continue après 60 ans. 4 ans après l'émission, nous retrouvons Marcel et Jean chez eux, en Haute-Vienne. Le couple s'apprête à vivre le plus beau jour de sa vie. Il faut que tu sois jolie parce que c'est un jour bleu. À 69 ans, Marcel va enfin dire oui à son partenaire de danse, avec qui elle est en couple depuis maintenant 19 ans. Ma coiffure, elle est moderne quand même. Ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui. C'est joli. Très joli. Hein, tu crois que je vais lui plaire? Oui, tu vas lui plaire. Tu es sûre? Mais bien sûr. Et pour ce jour exceptionnel, Jean s'est entouré de ses fidèles amis pour l'aider à être le plus beau aux yeux de sa future femme. Alors, notre marié, où il en est? Regardez. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Non, je crois que c'est là, peut-être, je sais pas. Voilà. Comment? Je vous plais ou quoi? Tu es très Parce qu'il faut que je plaise à Marcel. Tu es très beau, tu es au top, là. Ben, merci beaucoup. Tu es au top. Bien, si j'étais stressé jusqu'à ce jour, maintenant, je suis heureux. J'ai hâte de retrouver ma femme, ma future femme, parce qu'encore nous ne sommes pas mariés. Et je pense que tout va très, très bien se passer. Je suis quand même très angoissée. C'est une journée qui, pour moi, compte beaucoup. C'est quelque chose de merveilleux. Et donc, j'aimerais que ce soit un vrai rêve. L'émotion, oh là là. Oh! Tu es beau? Toi aussi. Oh, mon amour. C'est le jour J. C'est un très, très grand parcours qui Merci. aboutit aujourd'hui. Merci. Devant la mairie, Marcel et Jean prennent conscience que leur rêve va enfin se réaliser. C'est parce qu'un jour, on montrait ses marches pour se dire oui. Hein, parce que c'est maintenant qu'on va se dire oui, c'est dans quelques secondes. Oh, c'est merveilleux. J'y croyais pas. Je croyais pas que ça pouvait se produire. Marcel, consentez-vous à prendre pour époux Jean? Oui. Jean, consentez-vous à prendre pour épouse Marcel? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Je me sens vraiment très très bien. C'était ce que j'espérais depuis longtemps, mais je n'osais pas le déclarer. Maintenant, nous sommes plus qu'heureux, c'est du bonheur. C'est une vie qui recommence et une très très belle vie qui sera merveilleuse, je l'espère, pour l'éternité. Direction la salle des fêtes pour célébrer ce mariage tant attendu. Parmi les invités, il y a Denise, sans qui leur amour n'aurait jamais vu le jour. Bravo. Oui, bien, j'ai pas de Beaucoup de bonheur, ma chérie. tout le monde. Oui, non. C'est grâce à moi qu'ils se sont rencontrés. Je suis très fière aujourd'hui de les voir mariés tous les deux, parce que depuis les temps qu'ils disaient on va te marier, ils repoussaient toujours. Et là, maintenant, ils sont mariés. Et pour immortaliser le jour de leur rencontre, Marcel et Jean ont décidé de mettre la danse à l'honneur. Nous nous sommes connus sur un passe-doble. C'est la danse qui nous a réunis et que nous aimons toujours. C'est dans la danse que j'ai rencontré l'amour et qu'aujourd'hui, je concrétise mon amour dans la danse. Ça va aller tous les deux? Oui, ça va. Bon, il n'y avait que des bons danseurs à ce mariage. Il y avait tout le club de danse? Oui. Il y avait tout le club de danse, puis des amis. Beaucoup de gens qui ont fait des championnats jusqu'au championnat d'Europe, puisque nous avons fait partie Ah oui, de d'accord. ce lot-là. Donc il y avait beaucoup de ces gens-là qui étaient
D'accord. éviter. Donc vous avez mis 4 ans pour lui passer la bague au doigt, alors, si je comprends bien. Oui, 4 ans d'hésitation? d'hésitation, mais elle n'était pas tout à fait prête. Nous en parlions. Ah oui? Oh oui, mais Parce que ça doit j'espérais beaucoup parce que je la connaissais quand même. Mais ça a été pas Vous avez mis difficile. 4 ans pour dire oui? C'est vrai. Vous aviez peur de quoi? J'étais pas prête. C'était pas prévu dans ma vie. Et je sais pas, je peux pas l'exprimer. Je me sentais très bien comme j'étais en fait. Et Pour moi, je comment- vivais comment comme un vous- vrai couple. Comment vous avez vécu cette demande en mariage sur notre plateau? Elle a été assez. Ça a été vraiment spontané. Vous ne l'aviez pas prémédité? Pas du tout. Non, du tout. Est-ce que vous êtes senti un peu prise en otage? Un petit peu au départ. Tu m'as dit, là, tu peux... Mais je t'ai dit, c'est une plaisanterie. Je suis restée un petit peu... j'ai pas été bien pendant 2 jours, quoi. Mais je n'avais plus à réfléchir, car il avait tout bloqué. Je me suis dit, c'est... Ça doit être savoureux de se marier à 70 ans. On doit Merveilleux. l'apprécier encore plus qu'à 20 ans, j'imagine, non? On ne le vit pas du tout de la même façon. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que c'est beau, après 60 ans, d'avoir toujours cet amour comme à 20... C'est pas l'amour de 20 ans, je précise bien. Alors pourquoi? Mais c'est un grand amour après cet âge-là. Et en fait, on le vit très bien et que ça existe, la preuve. Pourquoi c'est pas le même qu'à 20 ans? C'est plus réfléchi, c'est pas pareil. Il n'y a pas que l'attirance, il y a beaucoup de choses que l'on ressent sans se parler, en fait. Il y a des projets, il y a beaucoup de projets, puis il y a beaucoup de complicité, c'est surtout ça, dans beaucoup de choses. Mais on dit que le cœur ne vieillit pas, qu'on a des Non, émotions. c'est exact. que non. C'est ce que je vous ai dit. Pour moi, je me sens toujours jeune, comme à 20 ans. D'ailleurs, je ne comprends pas que j'arrive à cet âge-là, avec la santé que j'ai eu quelques problèmes. Et maintenant, tous les jours, je pense qu'à sortir, qu'à m'amuser, qu'à danser. C'est vrai. Ou les sorties. C'est merveilleux. Tout à fait. Ma fille, d'ailleurs, ne comprenait pas pourquoi nous n'étions pas mariés. Ah oui, et des amis aussi me disaient, depuis les temps que vous êtes ensemble, pourquoi vous ne vous mariez pas? Alors ceci, je pense que ça a poussé aussi un petit peu. Ça a favorisé peut-être le déclic. Et alors, le fait d'avoir des projets, ça conserve, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Ah, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Laura? C'est joli. C'est des gens qui passent pas à côté de leur vie, c'est joli. Voilà. Si on est passé une fois à côté de notre vie, ça, quand même, on l'a hein, raté nous une avons fois dans divorcé notre tous les vie. deux. C'est pas passé à côté de sa vie, ça. Non, non. C'est vivre les choses, mais vivre les choses même plus tard, je trouve ça vachement joli. Ouais. Voilà. Non, mais c'est sûr, mais comme vous qui êtes jeune, vous avez un beau métier, vous n'avez que l'avenir devant vous, même à 28 ans. Vous avez plein de projets à réaliser, ce que vous faites, et c'est beaucoup. Très bien. Eh bien, bravo pour cette histoire et on vous souhaite de vivre de belles choses encore ensemble, toutes les deux. Merci d'être venus nous voir. Je vais vous demander de signer à présent le grand livre de l'histoire continue. C'est vous, Laura, qui allez commencer. Merci. Merci pour ces témoignages, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Et tout de suite, c'est le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci d'être venus. Le fait qu'il soit condamné, inculpé, emprisonné, ça ne vous a pas dissuadé de l'aimer? Pas du tout, au contraire. Elles ont toujours été attirées par les hommes dangereux. Je suis en couple avec un homme qui est incarcéré actuellement. Il faisait des braquages et des stupéfiants. Il était toujours hors la loi. Dans tous les sens, c'était tout le temps. Mais pourquoi cette prédilection pour les mauvais garçons? Je me suis dit, je serai rassurée, j'aurai tout ce que je veux. On ne manquera jamais de rien. Il y aura toujours l'adrénaline que je cherchais avant. Dans ma tête, c'était mon chemin, c'était mon destin. Je savais que c'était mon titre d'homme, en fait. Et que je voulais ça et pas un autre. Mais ces relations hors du commun ne sont-elles pas destructrices? Je me dis que j'aimerais qu'il soit avec moi. Mais malheureusement, j'ai que les lettres. À un moment donné, on perd pied. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu perds pied. Moi, ça sera à refaire, je le referai pas. Est-ce que vous aspirez à une vie calme et paisible avec lui? J'espère.
rise, lost the track, struggle back. I'd wanted easy stuff to please me. Something in the dark began to squeeze me. See me